Eh bien, je m'appelle Mo Malo, je suis romancier. J'ai plusieurs identités, mais celle-ci est la plus en vue, on va dire. J'ai écrit au total, sous toutes mes identités, plus de 25 romans, je crois, une trentaine. Et notamment sous Mo Malo, d'une part des romans, des polars groenlandais, la série Hannah Kadriensen, et d'autre part des cozy mysteries qui se passent à Saint-Malo, qui s'appelle la Brest Brigade. J'en vois pas beaucoup d'autres, j'en vois pas beaucoup d'autres de buts. En tout cas, c'est le véhicule, quel que soit le but ou l'intention ou l'objectif de l'auteur. Raconter une histoire me semble être le meilleur véhicule. Il y en a d'autres. Il y a des romans ou des textes qui ne racontent pas d'histoire. En tout cas, moi, je m'inscris dans cette veine-là, cette tradition-là, effectivement, de placer ce que j'ai envie de raconter, mes idées, ma vision de la vie, les pays que je fais découvrir, parce que j'ai tendance à faire découvrir des territoires assez éloignés que les gens méconnaissent. Par le biais, par le truchement d'histoire. Alors, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que très souvent, je ne me souviens pas de ce que j'ai lu, ou surtout, je ne me souviens pas comment finissent les livres que j'ai, ou les films, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas... Je me reconnais pas forcément, j'ai peut-être tort d'ailleurs, mais des grands modèles, des grandes figures tutélaires, il n'y en a pas 25, il y en a une ou deux. Je pourrais vous citer... Borges, le grand écrivain argentin, je pourrais aussi citer Kafka, voilà, une espèce de grande figure comme ça, mais à part ça, j'ai du mal à savoir où je puise une soi-disant inspiration. Ce que je sais, c'est que je suis un peu un boulimique de lecture de films, beaucoup, peut-être parfois presque plus d'images que de textes, et que donc je pense que tout ce terreau-là me constitue, quoi. Mais voilà, j'ai pas de... Je ne me ressens pas de filiation, voilà. Je ne me sens pas le descendant de quelque chose ou quoi que ce soit. Après, il est évident que ce que je fais, notamment sous cette identité de Mo Malo, s'inscrit dans une veine assez identifiable d'auteurs francophones qui, justement, je l'évoquais tout à l'heure, cherchent à explorer des territoires un peu méconnus pour les transmettre et les faire découvrir aux autres. Je pourrais citer évidemment Yann Manouk, Olivier Truc, etc. Voilà, sans doute qu'effectivement, malgré moi ou consciemment, je m'inscris là-dedans. Alors oui, là pour le coup, déjà en tant que lecteur, moi c'est aussi pour ça que j'ai du mal à trouver une filiation nette, c'est que je lis de tout. Je suis un auteur de polar principalement, mais pas que d'une part, et d'autre part, je ne lis pas du tout que du polar. C'est même peut-être ce que je lis le moins. C'est bizarre pour un auteur de polar de dire ça, mais moi j'ai des envies, d'appétit, de lecture bien plus larges que ça. Alors ce que disent sans doute tous les auteurs, mais je pense que chez moi c'est vraiment vrai, et que voilà, j'ai besoin de me nourrir de tout ce spectre-là. Donc je crois en ça, oui, effectivement, je crois que, en tout cas, moi, pour mon travail, ça m'importe qu'il y ait toutes ces sources-là et que j'hybride en fait tout ça. Et finalement, je ne sais pas bien si ce que j'écris, c'est du polar. Ça peut paraître bizarre de dire ça aussi, mais ça fait hérisser le poil de mon éditrice quand je dis ça, mais en l'occurrence... notamment la série Kanak, moi, mon intention principale, je le répète, c'était de faire découvrir la culture inuite, de faire découvrir le Groenland à mes lecteurs. Le fait que ce soit un polar, c'est pas un artifice, mais c'est un outil, voilà. Et donc oui, je crois à l'hybridation, je pense, j'espère le pratiquer, et j'espère que la mayonnaise ainsi créée est harmonieuse. Alors, je les connais, oui, parce que même si je ne lis pas que du polar, j'en lis, mais... je pense qu'il faut à la fois les connaître et s'en exonérer. C'est exactement pareil pour moi la documentation. On pose souvent aux auteurs, surtout ceux qui effectivement explorent des époques ou des territoires pas connus du grand public, comment ils se documentent, jusqu'à quel point ils se documentent, etc. Souvent je réponds, alors moi je suis un peu un obsessionnel de la doc et aussi de l'exploration du terrain, voilà, en vrai, en me déplaçant sur place. Mais à un moment donné, on ne fait pas un travail d'universitaire. Je veux dire que autant les universitaires disent qu'il faut s'adosser à une bibliothèque, je pense qu'un romancier, il ne doit pas s'y adosser, il doit l'effleurer et puis très vite s'en exonérer. Et de ce point de vue-là, les codes, c'est un peu pareil. C'est bien de les connaître, mais c'est très bien de les oublier. Voilà, c'est encore mieux de les oublier. C'est même presque une nécessité, non pas morale, mais déontologique de pas être scotché, de ne pas avoir une espèce de guidebook comme ça, servile. Alors peut-être que ça se joue aussi certaines fois, pour être honnête, à notre insu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on applique des codes et puis on est tellement nous-mêmes imprégnés. Ça, c'est aussi une chose que je pense que beaucoup d'auteurs ressentent aujourd'hui, c'est que le niveau de connaissance des outils narratifs dans le public est de plus en plus élevé.
comme ils consomment beaucoup de fiction de manière générale, que ce soit sous forme de texte, de romans ou aujourd'hui, on le sait, de séries, etc. Ils ont un niveau et donc se faisant une exigence par rapport aux fictions qu'on leur propose de plus en plus élevé. Je veux dire, on ne peut plus faire du polar à la papa, entre guillemets, avec un whodunit de base résolu au bout de 150 pages. Enfin, voilà. Ou alors on trouve un moyen de tordre ce code-là. Voilà. Mais donc ça nous oblige aussi, nous, à d'une part, une fois de plus, s'exonérer des codes, à jouer avec, et puis à en inventer peut-être d'autres, enfin à trouver d'autres formes. Et on en revient à l'hybridation. C'est que hybrider est peut-être un moyen de justement, certaines fois, casser les codes et proposer autre chose. Ouais, bah, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon envie initiale, il y a maintenant bien longtemps, quand j'avais 18, 19, 20 ans, c'était plutôt d'écrire pour le cinéma. Donc j'ai longtemps été tenu principalement par cette envie-là, même si elle était qu'à moitié réalisée. J'ose pas dire que je suis un romancier par défaut, mais d'une certaine manière, il y a un petit peu de ça. Alors après, j'adore l'espace de liberté totale qu'est celui de la fiction en tant que romancier. On est libre de son univers. On vous censure très très peu, ou voilà, ça arrive, hein, l'éditrice fait son boulot, mais moi j'ai tendance à dire sur le tas, quoi. Même quand j'avais donc 18-19 ans, que j'ai commencé à écrire des premiers scénarios, etc., j'étais un très très gros consommateur de cinéma notamment, et je pense que j'avais intégré certains codes narratifs un peu malgré moi, certains un peu plus conscients, et que le mélange de tout ça a donné cette mayonnaise-là. Après, plus sur le tard, bizarrement, plus autour de, je sais pas, la quarantaine, je me suis un peu penché sur des textes fondateurs, quoi, sur des textes de narratologie pure et dure. Mais je répète, ça a été pour très vite essayer de les oublier, quoi. Voilà. Par contre, je vous confie un petit secret de fabrication, c'est que de cette époque-là, j'ai tiré un document que je consulte quasiment plus jamais, ou jamais, mais qui était une espèce de ma méthode à moi, quoi. C'est-à-dire que si je voulais, si justement j'étais prof dans notre école, quel serait ce que j'aurais aimé dispenser aux élèves, et ce que j'aurais aimé qu'on me dispense à moi-même plus jeune. Donc je l'ai figé dans une espèce de gros document, c'est un gros classeur, fait je sais pas combien de dizaines de pages, où j'ai essayé de synthétiser ce qui me semblait être un peu le meilleur des différentes écoles narratologiques. Qu'est-ce qu'il est resté de ça? Est-ce que vraiment je l'utilise au quotidien? J'en suis pas sûr. Finalement, je pense que c'est par touche, par bribes, c'est pas, voilà. Après, j'ai une méthode, moi, qui est ma méthode pour construire mes récits et puis pour me guider dans mon travail d'écriture quand je suis lancé dans l'écriture. Mais ça, c'est ma petite tambouille à moi. Enfin, ça ne correspond pas à un dogme narratologique quelconque. C'est super dur parce qu'on est tellement tous différents dans notre manière de faire, dans ce qui nous constitue. Moi, je répète, j'imagine la diversité des lectures, visionnages, etc., qui ont fait qui je suis et l'auteur que je suis aujourd'hui. Donc, le hasard des rencontres aussi. Enfin, je raconte souvent le storytelling du début de l'aventure Momalo et de ses bouquins en Groenland. C'est tombé un peu par hasard. Enfin, bon. Donc, c'est dur de donner des conseils parce que très vite, j'ai peur que ça soit intégré par les personnes qui les reçoivent comme une espèce de guidelines un peu rigide et un peu directif. Donc, c'est pas vraiment un conseil, mais la seule évidence, de mon point de vue, c'est que ça doit être obsessionnel, en fait. C'est que je connais pas d'auteurs voilà, à temps plein, enfin, dont c'est devenu une occupation principale, qui soient pas des obsédés absolus de ce qu'ils font et de ce qu'ils écrivent, quoi. Celui qui prétendrait ou qui aspirerait à ça, mais qui ferait ça entre guillemets, c'est pas injurieux, hein, mais désobligeant, mais en dilettante, j'y crois pas. Je vois pas comment c'est possible. Je pense qu'il faut être complètement, c'est pas habité, dire ça fait un peu couillon, mais il faut être totalement immergé dans son truc. Et d'ailleurs, c'est le dire et en soi une injonction paradoxale. Je veux dire par là, c'est un peu comme dire à quelqu'un sois spontané. Quelqu'un ne sera jamais spontané si on dit sois spontané. Ben, soit investi et habité totalement 100% du temps par ton sujet, soit on l'est, soit on l'est pas, quoi. Et en cela, c'est peut-être plutôt à l'envers, c'est plutôt un baromètre. C'est soit on l'est, et je pense que ça ne veut pas dire qu'il se passera quelque chose au bout, mais en tout cas, on a la fondation et l'élan et l'énergie pour le faire. Soit on l'a pas. Il faut peut-être qu'on se remette un peu en question sur son véritable désir d'écriture. Voilà. C'est moins ça que dans la maturation des étapes préliminaires, notamment du récit, de ce qui constitue le matériau que je vais utiliser après coup, dans la construction de mon script détaillé. Moi, je suis
j'avais une question de bipolar hier sur est-ce que je suis plutôt jardinier, c'est-à-dire que je laisse pousser tout seul, ou est-ce que je suis plutôt architecte. Je trouvais la formule assez sioux. Moi, j'ai répondu plutôt architecte tendance psychopathe parce que je structure au maximum la manière la plus rigide. Non, on a toujours des surprises en écrivant, mais en tout cas, dans un premier temps, je structure au maximum, je fais des scripts qui font entre 50 et 100 pages, quel que soit le résultat final. Parfois les gens sont un peu effarés parce qu'ils se disent non mais attends, ça t'a déjà fondu 200 missing juste de plans, donc voilà, ça va être quoi ton truc au final, et donc c'est plutôt ça, c'est toute cette période de gestation, de collecte d'idées. Bon, il y a un truc, je vous donne un mini truc et je finirai là-dessus, et qui rebondit à la fois sur la structuration et puis sur l'obsession, c'est que je crois beaucoup à, sans faire de pensée magique, mais un côté limaille de fer. Vous savez, quand on était au collège et qu'on faisait des expériences en SVT, il y avait le truc du bâton aimanté avec la limaille de fer. Quand on est totalement investi dans son sujet, il y a plein de choses qui, un peu de manière magique, viennent à nous, quoi. Des détails, des trucs, des rencontres. Tiens, il y a un truc qui fait sens, on nous parle d'un truc, on n'y avait même pas pensé, puis pouf, ça vient s'imbriquer, et ça vient résoudre un espèce de blocage narratif que vous aviez sur un élément. Et ça, j'y crois à fond, et en soi, c'est assez extraordinaire, quoi. Donc voilà, donc je suis à la fois très structuré et en même temps je crois assez à cette espèce d'aspect un peu magique qui fait que quand on est totalement, vous savez, c'est comme le phénomène des femmes enceintes qui ont l'impression de voir que des femmes enceintes. Quand on est totalement focalisé sur son projet, sur son sujet, on voit des éléments parlants, des signes un peu partout, et cette impression-là, elle est totalement galvanisante, quoi. J'en utilise pas du tout. J'y crois sans y croire. Enfin, j'y crois. J'imagine qu'il puisse y avoir une menace, pour dire les choses. Et en même temps, non, parce que pour une raison toute bête, c'est que il me semble qu'il y a une chose que pour l'instant n'a pas intégré l'intelligence artificielle, que je vais qualifier de bon élève. Pour l'instant, ce que les humains qui ont généré ces algorithmes ont appris à ces intelligences artificielles, c'est à faire un travail de bon élève, c'est à bien faire les choses, à faire la meilleure copie possible, synthèse de milliards de copies. Ce que pour l'instant, et ce qui en soi veut dire que ce ne sont pas des intelligences, mais juste des systèmes qui réfléchissent à notre place, c'est justement l'inverse. C'est l'erreur, c'est l'accident, c'est le mauvais truc, c'est le pas de côté, c'est le truc débile, con, enfin absurde, voilà, bête et méchant. Pour l'instant, aucune intelligence artificielle est bête et méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne fait pas d'humour pipi caca, bim bam boum. Enfin, ça, c'est l'humain qui est à ce niveau-là. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus trivial en lui qui va le sauver. C'est ça le paradoxe, je trouve, c'est que c'est notre trivialité, c'est nos pètes au casque, c'est tout ce qui est dysfonctionnel chez nous. Eux, ces systèmes-là sont là pour 100% fonctionnels. Nous, on est par essence 100% dysfonctionnels. Et de ces dysfonctionnements, on cherche à sortir quelque chose qui fasse sens. Et je pense que c'est dans cette relation-là, dans ce mécanisme-là, qu'on a encore, je me trompe peut-être, j'espère pas, quelques longueurs d'avance. Justement parce qu'on est totalement imparfait.